Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 décembre 2025 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur Marandi. Salut Nima, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Je pensais à autre chose. Professeur Marandi, permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé en Australie, sur la plage de Bondi, l'attaque contre la communauté juive. Les deux tireurs ont été identifiés comme un père et son fils. Et dans la foulée, pendant et après les attaques, on a commencé à rejeter la faute sur le Hezbollah, puis sur le Hamas, puis sur l'Iran. Tout tourne autour de l'Iran et de ce que l'Iran soutient, les actes de résistance. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé en Australie? What is your understanding of what has happened in Australia? D'après les informations dont nous disposons, le fils, le tireur, était lié à une institution salafiste wahhabite. Cela le rend par définition hostile à l'égard de l'Iran et de toute la résistance, y compris le Hamas, car nous savons que Daesh a toujours été hostile envers le Hamas. Ils ont attaqué le Hamas à différents endroits. Excusez-moi. Je pense donc qu'il est très clair que ces personnes qui détestent l'Iran, les Wahhabites, comme vous le savez, Daesh, Al-Qaïda, Boko Haram et leurs affiliés, considèrent les chiites comme non-musulmans et dignes de mort. Leur haine s'est toujours concentrée sur la résistance et sur l'Iran, pas sur les Israéliens. Ils ont traditionnellement été étroitement liés aux agences de renseignement occidentales. Le wahhabisme et le salafisme, en général, le salafisme au sens large, étaient des idéologies très obscures qui existaient dans certaines régions de la péninsule arabique, comme le Najd. Et le Qatar, bien sûr, est un régime wahhabite. La mosquée centrale y est la mosquée Mohammed ibn Abdul Wahhab. L'Arabie saoudite a toujours été un mécène du wahhabisme. En raison de leur immense richesse en pétrole et en gaz, au cours des 4 décennies et demie passées, voire un peu plus, et avec le soutien de l'Occident, ils ont diffusé cette idéologie. Et l'Occident l'utilise. Il l'a utilisée en Afghanistan, contre l'Union soviétique, contre l'Iran, contre la Russie, contre la Libye, contre la Syrie, et ainsi de suite. Et les attentats du 11 septembre ont été perpétrés par des personnes issues de cette même école de pensée, celles qui suivent la même idéologie qu'Al-Qaïda. Il est donc très clair que ces organisations, ces institutions religieuses, culturelles et politiques ont des affiliations bien définies. Elles sont bien connues de l'Occident et ont coopéré avec lui sur de nombreux plans opérationnels. En fait, le soi-disant président de la Syrie est un salafiste, n'est-ce pas? Lui et son groupe, l'État islamique et Al-Qaïda, sont d'orientation salafiste et wahhabite. Ainsi, lorsque nous voyons que cette attaque a eu lieu, la première chose qui vient à l'esprit est qu'évidemment, cela n'a rien à voir avec l'Iran et que cela n'en aurait de toute façon pas. L'Iran ne fait pas ce genre de choses. Ce sont les États-Unis et l'Occident qui mènent ce type d'assassinat. Nos scientifiques sont assassinés, nos citoyens sont assassinés, et ces groupes sont utilisés pour mener des attentats à la bombe en Iran. Au cours des dernières années, ils ont mené 2 attaques majeures à Shiraz, tuant un grand nombre de personnes dans la ville de Shiraz. Mais encore pire a été l'attentat à la bombe à Kerman, où un très grand nombre de personnes ont été tuées. Ces attaques ont été menées par des groupes extrémistes. Et comme je l'ai dit, le soutien financier à ces groupes provient de la région du Golfe Persique. C'est clair. La richesse gazière et pétrolière est à l'origine de leur existence. Autrement, dans le monde islamique, il y a 50 ans, ils n'avaient vraiment aucune place. Ce n'est que grâce à la richesse qu'ils ont pu évincer de nombreux érudits sunnites traditionnels et s'imposer solidement. Cela s'est fait par la richesse et par le soutien des agences de renseignement occidentales. Ainsi, en Syrie,
la sale guerre, avec l'aide d'Erdogan et le financement provenant du Golfe Persique, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et d'autres, beaucoup d'entre eux issus du secteur privé et fortunés, mais tous agissant en pleine connaissance des agences de renseignement tant régionales qu'occidentales, finançaient ces groupes terroristes en Syrie. Et bien sûr, ils sont ensuite entrés en Irak. Ils sont entrés au Liban et ont mené de nombreuses attaques. Boko Haram, c'est la même chose. L'idéologie est la même. Tous ces groupes différents, il est clair d'où ils viennent. Alors, quand les médias australiens essayent de rejeter la faute sur l'Iran, ils savent très bien quelle est la réalité. Ils savent que cette idéologie vient de leurs amis et que les régimes occidentaux eux-mêmes en ont tiré profit. Quand on regarde la Tchétchénie et la sale guerre que l'Occident y a menée, ils utilisaient les mêmes personnes. Et même aujourd'hui, au Yémen, ils ont soutenu ces groupes contre Ansarullah, essayant de saper Ansarullah au fil des années. Et cela soulève une deuxième question. Ces groupes sont tellement profondément infiltrés par les agences de renseignement de la région du Golfe Persique, les agences de renseignement occidentales et bien sûr le renseignement israélien. Alors, comment cela a-t-il pu se produire? Comment se fait-il qu'il n'ait pas su que ce père et ce fils prenaient cette direction, surtout compte tenu de leur passé? Encore une fois, je ne connais pas encore tous les détails. Nous le découvrirons, je suppose, s'ils nous le permettent. Mais apparemment, il disposait d'informations sur ses penchants, ses tendances ou sympathies envers l'État islamique par le passé. Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas su? Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas empêché? Le Mossad était-il impliqué? Parce qu'au bout du compte, qui profite de ce crime? Les Palestiniens en profitent-ils? Bien sûr que non. La résistance en profite-t-elle? Certainement pas. En réalité, l'Australie faisait partie des pays où nous avons vu d'immenses manifestations anti-israéliennes, d'immenses manifestations contre le génocide. Et c'est quelque chose qui a beaucoup contrarié Netanyahou. C'est pourquoi il a menacé l'Australie. Ainsi, le seul pays, ou plutôt le seul régime, qui tire profit de cela, c'est le régime israélien. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait, mais si l'on doit pointer du doigt dans une direction, la seule direction qui ait du sens, c'est le Mossad. Vous savez, quand on parle des actes de résistance de l'Iran, on veut présenter l'Iran, spécifiquement l'Iran, comme étant anti-juif. Mais regardez ce que Netanyahou et Israël ont fait pendant plus de 2 ans de génocide à Gaza. Selon vous, qui est le plus anti-juif? Est-ce l'Iran ou est-ce Israël parce qu'ils font? Eh bien, je pense qu'il est assez clair que Netanyahou, ce premier ministre polonais du régime, a affirmé, lui et ses partisans l'ont affirmé tout au long de cette période et même avant, que les actions de ce régime génocidaire sont les actions des Juifs. Il dit que nous, le régime, représentons le judaïsme et le peuple juif. Donc en gros, ces millions de Juifs, quel que soit leur nombre, qui s'opposent à la guerre, qui s'opposent au génocide, qui s'opposent à cet holocauste, qui s'opposent au sionisme, sont tous accusés par Netanyahou de faire partie de ce génocide. Donc, si c'est cela l'antisémitisme, alors tout d'abord, il est bien sûr lui-même antisémite, puisque les Palestiniens sont des Sémites. Lui-même est polonais. C'est un juif ashkénaze. Il n'a aucun lien avec la région. Donc tout d'abord, c'est un antisémite. Mais si nous devions dire que les juifs du monde entier sont tous des sémites, ce qu'ils ne sont pas, alors il est le plus grand antisémite, le plus grand ennemi. Lui et tout l'établissement politique du régime, le régime sioniste, sont les antisémites, car ils prétendent essentiellement que tous ces juifs de la région et du monde soutiennent l'Holocauste. Maintenant,
quel est le statut de l'Iran? Même avant la Révolution, lorsque l'imam Khomeini commençait sa lutte, il a établi une distinction claire entre le sionisme et le judaïsme. He made a clear distinction between Zionism and Judaism. And after the revolution, right after the revolution, Et après la Révolution, juste après la Révolution, c'était un mouvement très populaire, avec des manifestations dans les rues pendant des mois à travers tout le pays, d'immenses manifestations. Le régime s'est effondré. Très peu de temps après, l'Iran a élu des représentants pour rédiger une constitution. Dans cette constitution, les minorités ont des députés au Parlement, quel que soit leur nombre. Ainsi, différentes sectes chrétiennes, les zoroastriens et les juifs ont des parlementaires. Les juifs en Iran ont un député. Il pourrait en avoir davantage si un candidat juif était élu ailleurs, mais ils ont la garantie d'avoir au moins un siège au Parlement. Et en ce moment même, nous avons effectivement un député juif. Nous avons des synagogues à Téhéran. we have synagogues in Tehran. Recently, friends Récemment, des amis comme Max Blumenthal, qui est déjà passé dans votre émission, ont visité de nombreuses synagogues en Iran. Je crois qu'il a réalisé un documentaire, j'en ai vu un extrait, pas l'ensemble, mais il a publié un film sur son voyage en Iran, au cours duquel il a visité plusieurs synagogues. Il y a des restaurants kasher en Iran. Et une chose que George Galloway a mentionnée lorsqu'il a visité l'Iran il y a quelques mois, c'est que il est allé dans une synagogue et a fait un commentaire très intéressant. Je crois que c'était dans l'article qu'il a publié lors de sa visite à la synagogue. Ou peut-être l'a-t-il dit ailleurs. Mais il a dit qu'il n'y a personne devant les synagogues, aucune présence policière. Pourquoi? Parce que personne n'attaquerait jamais une synagogue en Iran. Personne n'attaquerait jamais une église en Iran. Cela n'arrive tout simplement pas. Récemment, quelqu'un de très proche de moi est entré dans une boutique pour acheter des vêtements pour enfants, et le propriétaire était juif, portant sa kippa et vendant ses marchandises. Alors, qui est l'antisémite? Les sionistes? Sont-ils les antisémites ou les Iraniens? Les Iraniens ont toujours dit que le régime israélien devait être démantelé et que les Juifs, les chrétiens et les musulmans devaient pouvoir vivre côte à côte comme des êtres humains égaux en Palestine. Les Palestiniens qui ont été expulsés de leur foyer, car vous savez, la plupart des habitants de Gaza sont des réfugiés. Ils ne vivaient pas à Gaza, ils étaient en Palestine. Ils ont été expulsés vers Gaza. Il y a des millions de personnes en Jordanie, des millions au Liban et en Syrie, ainsi qu'en Égypte et dans une diaspora plus large. Tout ce que dit l'Iran, c'est que ces gens ont été chassés de leur terre. Ils ont le droit d'y retourner. Et les Juifs, les musulmans et les chrétiens devraient vivre côte à côte, sur un pied d'égalité à travers toute la Palestine. Mais c'est la même chose pour les chrétiens. Où les chrétiens sont-ils plus en sécurité? En Palestine, où ils sont constamment attaqués, insultés et tués, et où leurs biens sont volés. Ou en Iran, où ils ont des églises à Téhéran. Vous y êtes allé, vous connaissez Téhéran. Il y a des églises dans toute la ville appartenant à différentes confessions. Il y a une église orthodoxe près de l'ambassade de Grèce. Il y a de nombreuses églises arméniennes. Rastenias, Pauturov. Donc encore une fois, en Iran, vous avez probablement entendu la nouvelle. Ce n'est pas un grand événement là-bas, parce que c'est normal. Mais près de la principale église arménienne, une nouvelle station de métro a été récemment inaugurée. Elle s'appelle Sainte-Marie, et elle contient des images chrétiennes à l'intérieur. Je n'y suis pas allé moi-même, mais j'ai vu des extraits. C'est très beau. Pour les Iraniens, Jésus-Christ est roi. Il est un prophète infaillible pour les musulmans. Et Sainte Marie, eh bien, nous avons même une sourate du Coran qui porte son nom. Ainsi, le statut des chrétiens en Iran est bien meilleur que celui des chrétiens en Palestine. La manière dont les sionistes diffament les Juifs est totalement contraire à la façon dont les Juifs sont représentés et traités en Iran. C'est pourquoi, en Iran,
ils vivent dans une sécurité et une tranquillité totale. And treated. And that's why in Iran they live in full safety and security. When something like this happens, many people would ask, Quand quelque chose comme cela se produit, beaucoup de gens demandent qui va en tirer profit de ce genre d'activité. Et si nous nous souvenons, dans les années 1950 en Irak, ils ont mené le même type d'attentat contre le peuple juif là-bas. À cette époque, ils essayaient de forcer la communauté juive à partir. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe en Israël. On dit que les Juifs en Israël ne sont pas en sécurité. Tandis que, d'un autre côté, le gouvernement de Netanyahou affirme que tout va bien et qu'il fait beaucoup pour le peuple juif en Israël. Mais veulent-ils vraiment aggraver la situation des Juifs de la diaspora? On les appelle les Juifs de la diaspora, mais les Juifs d'Australie et d'autres pays ont dit qu'ils ne sont même pas en sécurité en Australie. Ils doivent aller en Israël. Et voici ce qu'Evi Shalem, l'historien israélien, a dit à propos de ce qui s'est passé en Irak. Avant l'émergence de l'État d'Israël en 1948, un grand nombre de Juifs vivaient dans le monde arabe, environ 800 000. Il y avait des Juifs au Liban, en Syrie, en Égypte et en Irak. La communauté juive d'Irak était la plus ancienne, remontant à 2 millénaires et demi. C'était la plus prospère, la plus réussie et la mieux intégrée dans la société locale. Avant 1948, il y avait des Juifs dans tout le monde arabe. Et la coexistence entre musulmans et Juifs n'était pas un rêve lointain, c'était une réalité quotidienne. Juifs et Arabes vivaient côte à côte jusqu'à l'arrivée du sionisme. Ma famille et moi, nous étions des Juifs arabes. Nous parlions arabe à la maison, nous ne parlions aucune autre langue. Notre culture était une culture arabe. Notre nourriture était la plus délicieuse, la plus épicée de la cuisine moyen-orientale. Ce n'était pas de la cuisine européenne. Donc en tout point, nous étions des Juifs arabes. Nous, les Juifs arabes, avions bien plus en commun sur le plan linguistique et culturel avec les non-Juifs qui nous entouraient. Nous avions bien plus en commun avec eux qu'avec les Juifs d'Europe de l'Est. En mars 1950, le Parlement irakien adopta une loi stipulant que tout Juif souhaitant quitter le pays était libre de le faire. Ils avaient 1 an pour s'enregistrer afin de partir avec un visa aller simple. Peu de Juifs s'enregistrèrent pour partir. Puis au cours de l'année suivante, 5 bombes explosèrent dans des établissements juifs à Bagdad. Cela provoqua la panique et contribua à précipiter l'exode vers Israël. Yosef Basri, un avocat de 28 ans et ardent sioniste, était responsable de 3 des 5 attentats à la bombe. Son supérieur était un officier du renseignement israélien nommé Max Binet, qui lui donnait les ordres et la TNT. En 1950, il y avait environ 135 000 Juifs en Irak. À la fin de 1952, il n'en restait qu'environ 10 000 et environ 125 000 étaient partis en Israël. Nous avons quitté l'Irak en tant que Juifs et sommes arrivés en Israël en tant qu'Irakiens. Le problème, c'est qu'Israël prétend être l'État des Juifs. Il prétend parler au nom de tous les Juifs du monde. Le sionisme est une affaire ashkénaze. Cela n'a rien à voir avec... Ouais. Je pense qu'Israël, aujourd'hui, et Netanyahou sont dans la même situation. Ils essaient de faire les choses selon ce que l'histoire nous enseigne. Quelle est votre analyse, professeur Marandi? Eh bien, encore une fois, je veux simplement répéter que je ne dis pas que le régime israélien est derrière tout cela. Mais s'il y a quelqu'un qui en tire profit, comme vous le disiez il y a quelques minutes, s'il y a quelqu'un qui bénéficie de cette situation, ce serait le régime israélien. Maintenant, il se peut simplement que ces 2 hommes, ce père et ce fils, en raison de leur idéologie wahhabite ou salafiste extrémiste, leur idéologie takfiri, soient arrivés à la conclusion qu'ils pouvaient simplement massacrer des gens ordinaires. Et c'est ce qu'ils font en Iran. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils attaquent l'Iran. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils attaquent l'Irak.
C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie avec l'aide des agences de renseignement occidentales. Ils ont fait cela pendant 13 ou 14 ans. Et vous savez, Erdogan était la personne clé qui coordonnait ces militants takfiris. Et bien sûr, le financement provenait principalement du Qatar. Je veux dire, il venait de toute la région du Golfe Persique, mais surtout du Qatar, en particulier dans les dernières phases. Donc, cela pourrait simplement être à cause de cette idéologie. Mais si nous devions nous interroger sur le fait que ce soit plus que cela, alors évidemment, le pays qui vient à l'esprit, le régime qui vient à l'esprit, c'est le régime israélien. Ils l'ont déjà fait. Ils ont tué des Juifs. La directive Hannibal concerne le fait de tuer des Juifs. The Hannibal Directive is about killing Jews. We saw that on October the 7th, where they Nous avons vu cela le 7 octobre, lorsqu'ils auraient, selon certains, tué des centaines des leurs pour éviter qu'ils ne soient faits prisonniers en vue d'un échange. Ils ont déjà utilisé la directive Hannibal à Gaza, lorsque des soldats du régime israélien ont été capturés. Et bien sûr, un régime qui commet un génocide. Un régime sans aucune limite morale, qui massacre des enfants quotidiennement. En ce moment même, chaque jour, il tue à peu près le même nombre de personnes qui ont été assassinées en Australie, à Gaza, pendant ce soi-disant faux cessez-le-feu. Chaque jour, il tue des Palestiniens. Hier, ils ont tué 3 citoyens libanais. Je n'ai pas vu les nouvelles aujourd'hui, mais ils tuent des Libanais chaque jour, même s'il y a un cessez-le-feu. Et les garants occidentaux restent complètement silencieux parce qu'ils sont complices. Et à Gaza, ils empêchent la nourriture d'entrer. Ils empêchent les tentes d'entrer. Lors de la récente tempête, des nourrissons sont morts de froid à cause des températures glaciales et ils sont bombardés chaque jour. Ils n'ont donc aucune règle, aucune boussole morale. Il est clair qu'ils peuvent tout faire. Mais encore une fois, cela ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Pourtant, si l'on veut aller au-delà de ces deux personnes, le premier endroit où il faudrait regarder, c'est le Mossad. L'autre chose, vous avez mentionné le cas de la Syrie. Nous savons qu'il semble qu'une faction de l'État islamique en attaque une autre là-bas. L'objectif principal, dans l'ensemble, est de balkaniser la Syrie. Ils le font, et ils veulent le faire officiellement. Ils veulent diviser la Syrie en différentes régions. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe en Syrie? Et dans quelle mesure ce qui s'y déroule est-il lié au gouvernement turc, au gouvernement d'Erdogan? Et dans quelle mesure cela vient-il d'Israël et des États-Unis? Eh bien, Erdogan et le Qatar ont vraiment fait le plus pour détruire la Syrie parmi les régimes régionaux. Ils l'ont fait en alliance avec les Israéliens et les Américains, et maintenant ils ont créé une catastrophe pour tout le monde. La Syrie se dirige vers la désintégration. Elle est en train d'être balkanisée. Il était évident que cela allait arriver. Le salafisme ne tolère aucune vision du monde différente de la sienne, y compris l'islam sunnite, l'islam soufi, toute forme d'islam. Alors, que se passe-t-il automatiquement quand on a un terroriste comme Jolani à Damas? Les minorités, toutes, celles qui sont traditionnellement laïques, celles qui sont des sunnites modérés, toutes sont en danger. Et bien sûr, ces gens-là, vous savez, n'ont aucun intérêt à élaborer une constitution ou à organiser des élections. C'est, vous savez, un régime auquel ils vont s'accrocher. Il n'y a aucun projet d'élection. Et le représentant américain, Barak, qui est aussi l'ambassadeur en Turquie, est bien sûr un ami d'Epstein. Nous avons vu le tweet où Epstein lui demandait d'envoyer une photo de lui avec un enfant pour qu'il puisse sourire. Cette créature méprisable, l'ambassadeur en Turquie, parle d'une Syrie forte. Mais en réalité, ce qu'il essaie de faire, c'est de détruire la Syrie. En soutenant Al-Qaïda en Syrie, il veut la faire imploser.
En fait, il a récemment parlé de la Syrie et du Liban, disant en substance que le Liban et la Syrie devraient appartenir à la Syrie. Il ne cherche qu'à créer la division. Il veut provoquer une guerre entre la Syrie et le Liban pour causer encore plus de destruction. Between Syria and Lebanon to create further destruction. Why? Because that's what Israel wants. Anyone Pourquoi? who thinks Parce que c'est ce que veut Israël. in West Asia Quiconque or pense que les anywhere intérêts des États-Unis en Asie occidentale diffèrent de ceux du régime israélien sur les questions clés est un imbécile. those who Et ceux qui ont soutenu la sale guerre en Syrie, les régimes de notre région, savaient que cela se faisait à la demande des États-Unis et au profit du régime israélien. at the behest Mais en raison de leur immense richesse, en particulier le Qatar et d'autres pays de la région du Golfe Persique, mais surtout le Qatar, ils possèdent un empire médiatique, non seulement leurs propres médias, mais aussi ceux qu'ils financent, des centres culturels, des centres religieux, les Saoudiens aussi, et d'autres également. Ils les ont utilisés pour promouvoir le sectarisme, la haine religieuse, pour soutenir ces groupes extrémistes. Et beaucoup de gens ont été trompés. to support these extremist groups, and a lot of people were fooled. And they got in bed with Americans. And they Ils se sont supported alliés this aux Américains et ont soutenu cette conspiration américaine contre la Syrie. The end result Et bien of this sûr, today is le résultat exactly final que nous voyons what Sayyid aujourd'hui Hassan Nasrallah est exactement ce que Saïd Hassan Nasrallah years ago. prédisait il y a des années. It was clear as C'était day. clair And comme I de think l'eau de now, roche. a lot of those Je pense people qu'aujourd'hui, who were influenced beaucoup de by ceux qui ont été influencés par ces médias et ces institutions religieuses commencent à voir la réalité, les plus raisonnables, ceux qui observent maintenant ce qui se passe en Syrie. Ils comprennent que le wahhabisme, le salafisme et ces groupes terroristes sont tous nuisibles aux intérêts de notre région et à ceux du monde islamique. Et l'Occident attaque constamment l'islam et les musulmans à cause de ces groupes terroristes. Islam and Muslims because of these terror groups, because of these extremists. The extremists that they help À create, cause de ces the extrémistes, extremists that they support, les extrémistes they qu'ils ont contribué à créer, les extrémistes qu'ils ont soutenus en Libye. and the bombings Ils ont appuyé ces groupes terroristes pour renverser le gouvernement libyen. where they killed, I think, 20 Et puis il y a eu l'attentat de Manchester, lors d'un concert où je crois une vingtaine de jeunes Britanniques ont été tués. L'assaillant avait été impliqué en Libye. Donc vous savez qu'il ait agi seul ou qu'il ait été manipulé. On peut, dans le meilleur des cas, y voir un effet de retour. Leurs politiques insensées de soutien à ces groupes terroristes se sont retournées contre eux. policies of supporting these terrorist groups came back to haunt them. But a worst case scenario would be that he's linked Mais le with pire des scénarios serait qu'il soit lié à l'une de ces agences. C'est ce que nous avons vu avec le 11 septembre. Pendant des années, j'ai moi-même été très sceptique envers les personnes qui disaient que le 11 septembre impliquait plus que ces 19 individus. Mais ces dernières années, j'ai vu des extraits de la série en 5 parties de Tucker Carlson. Je ne l'ai pas vu en entier, peut-être une partie et demie, la première et la moitié de la deuxième. Mais, d'après ce que j'ai vu, il est clair que plus que ces 19 personnes étaient impliquées, car des gens ont vendu des actions de compagnies aériennes et de banques juste avant l'attentat. Donc, certains étaient au courant, mais le gouvernement américain ne divulgue pas leur nom. Et bien sûr, il y a ces personnes qui filmaient la scène, apparemment liées à Israël, au régime israélien, à Assad, à cette histoire du bâtiment Sept. Encore une fois, je ne suis pas très familier avec les événements qui l'entourent. Mais le fait est que ces groupes sont fortement infiltrés et que certaines personnes ont des intérêts particuliers à les utiliser en Occident comme des outils. Donc, que ce soit en Australie ou à Manchester, il y a des années, il y a deux façons de voir les choses. Soit il s'agissait simplement de deux personnes ou d'une seule menant une attaque. Dans ce cas, c'est un effet de retour. Soit ces personnes étaient liées à des agences de renseignement. Et si c'était le cas, il s'agit évidemment des mêmes agences de renseignement qui collaborent avec elles depuis des décennies. Professeur Marandi, le cas de l'Afghanistan est important pour l'Iran,
car pendant plus de 20 ans, l'État islamique était présent en Afghanistan, déstabilisant la région. Et en ce moment, l'Iran et les voisins de l'Afghanistan demandent l'absence de troupes étrangères. Une réunion s'est tenue hier à Téhéran avec la participation de l'Iran, du Pakistan, de la Russie, de l'Ouzbékistan, de la Chine, du Tadjikistan et du Turkménistan. Ils se rassemblent pour faire face à la situation en Afghanistan. Quelle est la principale préoccupation? Nous savons qu'ils utilisaient principalement des immigrés afghans sans papier en Iran pendant la guerre et qu'Israël a utilisé un réseau de ces personnes pour attaquer l'Iran. En réalité, les personnes arrêtées en Iran en provenance d'Afghanistan étaient essentiellement des affiliés d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Il s'agissait du segment takfiri de la société, des individus influencés par cette idéologie takfiri. Et encore une fois, cela montre comment le salafisme et le wahhabisme sont utilisés par les agences de renseignement occidentales. Et bien sûr, le régime israélien fait partie de cet appareil, de ce réseau, une partie importante. Pour l'Iran, c'est donc une question de sécurité majeure. Nous avons des millions d'Afghans en Iran. La plupart sont des travailleurs acharnés et l'économie iranienne a besoin d'eux. J'ai des étudiants afghans, d'excellents étudiants au-dessus de la moyenne. Au fil des années, mes étudiants afghans ont toujours été au-dessus de la moyenne. Et certains d'entre eux bénéficient de bourses du gouvernement iranien. D'autres paient leurs frais de scolarité avec difficulté. Mais c'est une communauté remarquable. Des millions vivent en Iran, mais ces extrémistes posent problème. Nous l'avons vu pendant la guerre de 12 jours. Le même problème existe avec la Russie et l'Asie centrale. C'est une question de sécurité. L'une des raisons, je crois, pour lesquelles l'Organisation de coopération de Shanghai, précisément l'Organisation de coopération de Shanghai, a été créée, était de faire face à l'extrémisme. C'était à l'origine une organisation de sécurité. Elle l'est toujours, mais je pense qu'elle élargit son champ d'action. Je veux dire, elle élargit effectivement son champ d'action, mais c'est en grande partie à cause de ces groupes takfiri utilisés par l'Occident. Et ils sont actuellement contrôlés par l'OTAN, par Erdogan, et financés par le Qatar. Ils représentent donc une menace pour l'Asie. L'un des domaines de plus grande préoccupation est bien sûr l'Afghanistan. Il existe également d'autres problèmes liés à l'Afghanistan. Les affrontements entre le Pakistan et l'Afghanistan, le fait que la frontière ne soit pas reconnue par les deux parties, et la question de la reconnaissance du gouvernement de Kaboul, ainsi que les tentatives des États-Unis de reprendre pied dans le pays. Tous ces éléments suscitent une profonde inquiétude. Et bien sûr, la question des filles à qui l'on interdit d'aller à l'école, la profonde discrimination dont elles sont victimes en Afghanistan est également un problème qu'il faut aborder. Il y a donc une multitude de questions que ces pays examinent ou ont déjà examinées. Je t'entends plus. Quand on parle de la relation entre l'Iran et le Pakistan, peut-on envisager une forme de médiation? Vous savez, d'après les informations que nous recevons, l'Iran fait tout son possible pour rapprocher ces deux pays, pour mettre leurs différends de côté, car c'est important pour la sécurité de la région. Et dans quelle mesure cet effort est-il soutenu par la Russie et la Chine? Il ne fait aucun doute que la Russie, la Chine et l'Iran souhaitent que le différend entre le Pakistan et l'Afghanistan soit rapidement résolu. Je ne veux pas commencer à nommer des pays, mais certains n'ont aucun intérêt à la stabilité et à la paix le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et il ne s'agit pas d'un seul pays. Plusieurs ne veulent vraiment pas de paix ni de stabilité. Ils ont un intérêt particulier à maintenir notre région dans l'instabilité. Jusqu'à présent, je pense que la question n'a pas été résolue.
Mais pour les 3 pays que vous avez mentionnés, c'est une priorité essentielle. Comme je l'ai dit, l'Organisation de coopération de Shanghai a été créée pour traiter les questions de sécurité, et l'Afghanistan y occupe une place clé. C'est un pays important, vraiment central pour de nombreuses routes commerciales, et il partage des frontières avec plusieurs pays. Il a également une histoire d'extrémisme, car c'est là que les États-Unis ont commencé à financer des groupes extrémistes sous Jimmy Carter et Brzezinski. À cette époque, les Saoudiens ont investi beaucoup d'argent. Les premiers manuels Takfiri publiés à cette période ont en réalité été produits aux États-Unis. On peut le vérifier. Je crois que c'était à l'université du Nebraska à Omaha. Si l'on tape simplement Afghanistan dans un moteur de recherche, Afghanistan, Takfiri, Salafi, Wahhabite, peu importe, on trouvera les informations. Tout cela a commencé en Afghanistan, toute cette catastrophe de l'extrémisme, tout comme lorsque les États-Unis et les Européens ont financé les nazis dans des endroits comme l'Ukraine. Peu importe ce que les gens pensent de la guerre en Ukraine ou du camp qu'ils soutiennent. Le fait est que le coup d'État a été mené avec le soutien de néo-nazis, de fascistes, de l'extrême droite, ou par exemple, les rebelles Contras, c'était du même genre, des extrémistes très brutaux dans leur guerre contre le Nicaragua. Les États-Unis ont donc une histoire de soutien au pire des pires, que ce soit pendant la guerre du Vietnam, en Amérique latine, dans notre région ou ailleurs. Mais tout cela a commencé en Afghanistan, et c'est pourquoi le sort de l'Afghanistan est extrêmement important pour tous ces pays. Nous avons eu la stratégie de sécurité nationale des États-Unis sous l'administration Trump. Lorsque l'on examine la situation de la guerre en Ukraine, il y aurait soi-disant eu un changement important sous Trump. Ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas y vaincre la Russie. Mais en fin de compte, lorsqu'on lit l'ensemble du document, on constate que rien n'a vraiment changé. Ils se concentrent davantage sur l'économie, certes, mais le résultat reste le même en ce qui concerne le Moyen-Orient, l'Asie occidentale et l'Amérique latine. Même pour l'Europe, il n'y a pas beaucoup de changements. Comment voyez-vous cela, professeur Marandi? D'ordinaire, lorsque nous parlons de ce type de document, même sous l'administration Biden, je me souviens de la stratégie de sécurité nationale. L'idée principale, le cœur du document, portait sur les autocraties et les démocraties. Nous sommes la démocratie, et nous devons, vous savez, vaincre l'autocratie. C'est une sorte de rappel de l'ancienne idée de l'Ouest contre le communisme. Ils continuent d'appeler le Venezuela communiste, la Chine communiste, la Russie communiste, afin de légitimer ce qu'ils font. Mais quelle est votre compréhension de ces documents? S'agit-il simplement des politiques de l'administration actuelle, ou y a-t-il quelque chose de plus profond que cela? Eh bien, si les démocraties signifient que vous bombardez des bateaux de pêche, que vous perpétrez un holocauste à Gaza, que vous bombardez pays après pays chaque jour en Asie de l'Ouest, et que vous soutenez des néo-nazis en Ukraine, alors je ne veux rien avoir à faire avec ces démocraties. Je les considère comme les ennemis de l'humanité, ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des démocraties, ce sont des oligarchies. Mais je pense que ce document, et il y a eu de nombreuses interprétations à son sujet, est en réalité une reconnaissance du déclin des États-Unis. Les États-Unis, d'un côté, veulent préserver leur hégémonie, mais ils veulent le faire de manière plus créative et en dépensant moins. Pourtant, je ne pense pas que ce document sera mis en œuvre. Pour que cela arrive, il faudrait un changement fondamental de la politique étrangère américaine. Vous allez devoir constater, par exemple, que les États-Unis ferment des bases militaires, car cela seul coûte aux États-Unis des centaines de milliards de dollars chaque année. Rien que cela. Mais tout ce que je vois,
c'est que les États-Unis construisent une nouvelle base en Syrie, une autre près de Gaza. Je ne vois aucune base être fermée nulle part. Donc, je ne crois vraiment pas que les États-Unis seront capables d'aller dans cette direction avec succès. Et puis, il y a aussi la question de l'économie. L'économie américaine se dirige vers une situation très dangereuse, selon des personnes expertes. Pas moi, mais des gens que je respecte. Et évidemment, dans la guerre commerciale, les choses ne se passent pas bien avec la Chine. Les Chinois, je suis allé en Chine plusieurs fois au cours des derniers mois, ont leurs propres difficultés. Et la guerre commerciale a eu un impact. Mais ils s'en sortent bien mieux que les États-Unis, et à la table des négociations, il est clair qui a l'avantage, surtout avec les terres rares. Nous avons vu que les États-Unis ont dû reculer très rapidement. Et aussi, en Ukraine, les Russes sont maintenant en train de gagner la guerre. C'est très clair. Les forces armées ukrainiennes commencent à montrer des signes d'effondrement. Et quand cela arrivera, ce sera catastrophique pour Trump. Ce sera catastrophique pour l'Europe, mais ce sera aussi catastrophique pour les États-Unis. Trump veut une porte de sortie, mais encore une fois, comme avec ce document, c'est un président faible. C'est une personne faible. Par conséquent, je ne le vois pas capable de mettre en œuvre ce document sur la sécurité nationale. Tout comme je suis convaincu qu'il ne sera pas en mesure de faire ce qu'il faut pour mettre fin à la guerre en Ukraine, parce qu'il a un caractère faible. Il menace et tue, il tue des pêcheurs. Ces hommes effectuent des frappes secondaires. C'est un voyou, mais un voyou faible. Il est tout à fait incapable de mettre fin à la guerre en Ukraine. S'il l'avait fait, la situation serait bien meilleure pour lui aujourd'hui. S'il l'avait fait lorsqu'il est devenu président, alors qu'il avait un mandat et un élan, il avait remporté tous les États clés. Il a remporté la majorité des voix et il a dit qu'il mettrait fin à la guerre immédiatement. Il aurait pu le faire. Il aurait pu donner aux Russes ce qu'ils voulaient et forcer l'Ukraine à accepter. Et les Européens à cette époque n'auraient probablement pas pu faire grand-chose. Mais c'est une personne faible. Et maintenant, je pense que nous allons vers une solution militaire. Je ne vois pas pourquoi les Russes en feraient moins. Si les Russes prennent, par exemple, Odessa et ferment les routes vers la mer Noire pour l'Ukraine, je pense que l'Europe du Sud-Est va changer. La carte politique va changer. L'Europe se trouve actuellement dans une situation critique avec le cas de l'Ukraine. La guerre que les États-Unis ont commencée avec la Russie en Ukraine, eh bien, tout le fardeau repose sur les épaules des Européens. Ce sont eux qui doivent tout payer. Même Donald Trump, dans le nouveau document, le montre. Et même, je ne sais pas si vous avez vu l'article dans Politico, il parle du G5 ou du C5. Dans le C5, il n'y a pas d'Europe. Il n'y a aucun pays européen là-dedans. Il parle de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de l'Inde et du Japon. C'est en quelque sorte insultant pour l'Europe, ce qui se passe aux États-Unis. Mais vous voyez, l'Europe est totalement alignée sur les États-Unis en ce qui concerne le programme nucléaire iranien. Que se passe-t-il avec l'Europe, selon vous? What is happening to Europe, in your opinion? L'Europe est devenue sans importance. Le C5 d'ailleurs, je ne suis pas sûr que cela fonctionnera un jour, car par exemple, je ne vois pas pourquoi les Chinois accepteraient que le Japon soit à la table avec eux. Et je pense qu'il est clair que ce que les Américains essayent de faire, c'est de marginaliser les BRICS. Mais en tout cas, la manière dont ça va se dérouler reste à voir. Je pense qu'il est assez évident que l'Europe est sans importance. L'Iran n'a plus aucune négociation avec les Européens au sujet du programme nucléaire, ce qui les rend donc insignifiants. Ils ont joué cette carte et ils ont perdu. Ils continuent de provoquer la Chine et se retrouvent donc isolés sur ce front. Ils veulent la guerre avec la Russie. Eh bien, cela finira mal pour eux.
So they're not important anymore. They're losing their importance, and I think that Donc, ils ne sont plus importants. to, Ils perdent de leur importance. Et je pense que cela pourrait conduire à des bouleversements en Europe. On ne sait pas ce qu'il adviendra de l'OTAN, et on ne sait pas non plus ce qu'il adviendra de l'UMEMBERI, si l'UMEO restera intact, ou du moins dans sa composition actuelle. Tout cela est incertain. Mais je pense que d'ici 1 an, peut-être même moins, la situation sera radicalement différente, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Je pense que les mois à venir seront décisifs à bien des égards. À la même époque, l'année prochaine, je crois que la situation de l'Europe sera nettement pire qu'aujourd'hui. Significantly worse than what it is today. We have the foreign minister of Iran in Belarus. Nous avons le ministre des Affaires étrangères d'Iran en Biélorussie, What en is discussion the avec le strategy gouvernement when it biélorusse. comes to the South Quelle est la Caucasus? stratégie de l'Iran We en ce know qui that concerne le Armenia Caucase and du Sud? Azerbaijan are so Nous savons que important l'Arménie because et l'Azerbaïdjan sont très importants they are on car ils se trouvent aux the frontières de frontiers l'Iran. of Iran. Alors comment cette nouvelle stratégie de l'Iran prend-elle en compte la situation avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Considering the case of Azerbaijan and Armenia. Well, it's not just that, it's also Georgia. And Georgia Eh bien, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la Géorgie. Et la Géorgie, aux côtés de l'Ukraine, étaient les 2 pays dont on parlait pour une éventuelle adhésion à l'OTAN. Et vous savez, la Turquie fait déjà partie de l'OTAN, malheureusement. Erdogan n'a jamais eu le courage, ni la volonté, ni probablement l'intention de quitter l'OTAN. Il reste donc lié aux États-Unis, malgré toute sa rhétorique. Il obéit. Et Trump a dit que chaque fois qu'il voulait quelque chose de lui, il était toujours là pour lui, ce qui en dit long. C'est en fait assez inquiétant. Mais enfin, nous avons la Turquie comme voisine, enfin l'OTAN comme voisine maintenant, et l'expansion de l'OTAN aurait été une catastrophe pour l'Iran. The expansion of NATO would have been a disaster for Iran. So not only is the regime there illegitimate. Non seulement le régime en Ukraine est illégitime, il est issu d'un coup d'État et a mené un nettoyage ethnique contre les russophones, mais l'Iran avait donc des raisons valables de soutenir la Russie. Mais plus important encore, ou tout aussi important, disons-le, c'est le fait que si la Russie avait échoué, l'OTAN se serait étendue jusqu'au voisinage de l'Iran. Et probablement, après la Géorgie, ce serait l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui auraient rejoint l'OTAN. Ainsi, une Russie forte est dans l'intérêt de l'Iran afin de contenir l'OTAN. Et l'Iran est déterminé à ce que les frontières de l'Arménie soient préservées et que son accès à l'Arménie et au-delà ne soit entravé par personne. To Armenia and beyond is not impeded by anyone. Iran has already said that if it's L'Iran a déjà déclaré que si son accès était entravé, cela signifierait davantage de conséquences. Et l'Iran a déployé un grand nombre de troupes à la frontière. Pour le moment, la situation est calme. Mais l'Iran avance dans la mise en œuvre du corridor de transport nord-sud. C'était l'un des principaux sujets des négociations entre le président Raisi et le président Poutine il y a quelques jours au Turkménistan. Une fois que les Iraniens auront acquis tous les terrains nécessaires à l'achèvement de la liaison ferroviaire, on assistera à une forte augmentation du commerce transitant par l'Iran. Et une partie de ce commerce concernera la Biélorussie, car celle-ci pourra accéder à la région du Golfe Persique par le biais du corridor de transport nord-sud. through the north-south transport corridor. You know what's so amazing to me? Everything Netanyahu comes Tu out sais with ce qui new m'étonne le videos plus? to send to Iranian Chaque fois qu'il people. publie une nouvelle vidéo destinée au peuple iranien, il montre un bocal d'eau pour prouver que l'eau est prête. Tu sais ce qui se passe entre Israël et la Jordanie? Ils sont censés fournir de l'eau dessalée à la Jordanie, mais ils ne le font pas. The Israeli regime does not abide. Le régime israélien ne respecte aucun engagement. Lorsque ces groupes Takfiri ont pris le contrôle de certaines parties de la Syrie, le régime israélien s'est étendu bien plus profondément sur le territoire syrien que jamais auparavant, bien plus que lorsqu'il a occupé le plateau du Golan. Quelle en était la justification? Ces groupes Takfiri n'avaient rien. Vous savez, Jolani lèche littéralement les bottes des Américains, des Israéliens
et du lobby israélien aux États-Unis depuis un an maintenant. Nous avons vu la scène d'amitié avec Petraeus. Nous l'avons vu jouer au basket avec le chef du CENTCOM. Il est censé être un chef d'État, mais il joue au basket avec le chef du CENTCOM, entre par la porte de derrière à la Maison-Blanche et reçoit du parfum de Trump. Pourquoi le régime israélien ferait-il cela? Il n'a aucune justification. Le régime israélien ne connaît pas la loi, il ne reconnaît pas le droit international. Il assassine des enfants partout, chaque jour. Chaque jour, des enfants sont tués. Des gamins sortent chercher du bois de chauffage et on les abat. Une fillette de 3 ans joue près de sa tante et on l'abat. Ou bien il bombarde simplement une tante et tue toute une famille. Cela se produit chaque jour et ce n'est pas évoqué dans les médias occidentaux. Les médias occidentaux sont complètement silencieux et indifférents. Ils s'en moquent. Ces journalistes occidentaux ont des bureaux dans toute notre région. Ils ont des bureaux à Beyrouth. Et ils s'en moquent. Ou du moins, ils ne sont pas censés s'en soucier, parce que leurs maîtres ne veulent pas qu'ils s'en soucient. C'est la même chose en Palestine. Et ils ont des ambassades. Je veux dire, il y a seulement 2 ou 3 mois, n'est-ce pas? Qu'une famille américano-libanaise a été massacrée dans le sud du Liban par le régime israélien. 3 enfants, 3 petites filles, je crois, assassinés avec leur père. L'ambassade des États-Unis a-t-elle condamné quelqu'un? Le gouvernement américain a-t-il fait une déclaration? Trump a-t-il fait une déclaration? Les États-Unis ont fait une déclaration à propos de ce qui s'est passé en Australie, mais ils n'ont rien dit au sujet de leurs propres citoyens qui ont été tués dans le sud du Liban. Ils ne se soucient pas de leurs propres citoyens. Les journalistes occidentaux ne se soucient pas des habitants de notre région. Alors, bien sûr, ils ne respecteront pas leurs engagements envers la Jordanie. Ils volent l'eau. Ils volent toutes les ressources qu'ils peuvent. Ils veulent voler la terre de Gaza. Ils veulent voler son gaz. Ils veulent tout voler. C'est exactement ce qu'est le sionisme, une idéologie de suprémacisme qui ne considère pas les autres comme égaux, ni comme ayant des droits égaux. Donc, lorsque vous signez un morceau de papier avec quelqu'un que vous considérez comme votre subordonné, comme votre esclave, un Amalek, il est évident que vous ne ressentez aucune responsabilité morale de respecter cet engagement. Tant que le régime israélien existera, il n'y aura pas de paix en Asie occidentale. Merci beaucoup, professeur Marandi. Avant de conclure, j'ai oublié de mentionner que le professeur Mohammad Marandi a une nouvelle émission sur Al-Mayadeen en anglais. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. L'émission s'intitule « Démystifier l'Iran ». Professeur Marandi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un honneur. Thank you very much for having me, Nima. It's always an honor.